Madame, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Extrêmement heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de cet homme que vous voyez là, Jean-Frédéric Poisson, un visage bien sûr connu de la politique française. C'est un homme qui allie politique et philosophie. Et comme on connaît le concept philosophique de la maïeutique, on va pouvoir dialoguer avec lui pendant 45 minutes sur tous les faits politiques du moment, et il y en a de très nombreux. Jean-Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment donc de venir nous rejoindre sur la Une TV pour cette émission Onde de choc, qui sera là encore une fois une onde de choc, puisque vous allez sûrement nous révéler des choses essentielles aujourd'hui. On va commencer par Macron. Macron dégage, c'est votre point de vue aujourd'hui? Ah oui, c'est même mon point de vue depuis l'origine et même depuis le jour où il est apparu sur la scène publique, puisque j'étais à l'époque député, j'étais l'orateur de mon groupe contre la loi qu'il a portée, la fameuse loi dite Macron, vous savez, en début de l'année 2015, qui était paraît-il, qui devait apporter une forme de révolution totale dans l'économie française. Évidemment, il n'en a rien été. Et pour avoir débattu près de 300 heures avec lui, 200 heures en commission et 100 heures dans l'hémicycle, donc j'ai vu assez tôt à quel homme nous avions affaire. Un homme hypermnésique, très travailleur, très au fait de ses dossiers, très séducteur, très habile, ayant parfaitement compris comment il fallait manœuvrer dans cet univers très particulier de l'Assemblée nationale, mais également très orgueilleux, capable d'être brutal, ne supportant pas la contradiction et maniant la séduction plutôt que la conviction. Et le projet qu'il portait était déjà un projet extrêmement libéral, très déstructurant pour la société française. Ça transpirait à chacun des articles de sa loi. Et je voudrais en prendre deux exemples, si j'ai encore 30 secondes pour dire ça, mon cher Richard. Ayons en tête qu'un des articles de cette loi prévoyait de faire entrer les capitaux privés dans le conseil d'administration de l'établissement français du sang. Donc la privatisation de la santé, tout ce qu'on a vu ensuite avec la GPA, la marchandisation de la vie, etc., n'est pas un hasard, c'est une continuité par rapport au Macron de 2015. Les lois de bioéthique. Les lois de bioéthique, exactement, de 2019, peut-être 2020 même, sont en fait le fond de sa pensée. Elles ne sont pas étonnantes. Et puis, il y avait cette décision particulière qui a beaucoup fait débat à l'époque, de confier au ministère de l'économie et des finances, et non plus au ministère de la justice, les tarifs des prestations des notaires. Alors, pour nous, c'est la même chose, puisque de toute façon, on paye quand on va chez le notaire, enfin, dans la plupart des cas. Donc, on pourrait dire, ça c'est pareil, qui que ce soit qui fixe le tarif, au fond, on s'en moque. Et bien, pas tant que ça, parce que ça veut dire symboliquement qu'on fait passer l'acte notarié de quelque chose qui est sous l'autorité du ministère de la Justice, du garde des Sceaux, donc de la Constitution, à la logique de marché. Et là aussi, dans ce mouvement, il y a quelque chose qui est révélateur de ce qu'est le macronisme, ce que nous connaissons en France. Donc oui, bien sûr, il est temps qu'il s'en aille. Son quinquennat est fini depuis décembre 2018 et le premier épisode des Gilets jaunes. La France n'a fait que reculer, et sur le plan interne et sur le plan international, donc ça suffit. Alors, malgré des résultats absolument désastreux, notamment sollicités politiquement parlant à travers des élections, on s'aperçoit que malgré tout, même si on demande qu'il dégage, on est assez étonné du reste que les députés ne demandent pas sa destitution. Mais bon, ça, vous allez nous en parler dans un instant. Mais malgré tout, on a l'impression qu'il restera encore en poste. Et ça, c'est terrible pour nous comme échéance. C'est pas votre avis? Non. Je pense que ce scrutin présidentiel est ouvert comme ils le sont tous. On a toujours l'impression de connaître à Noël l'identité du futur chef de l'État, mais à part De Gaulle, et encore De Gaulle a été élu en novembre la première fois, donc il n'a même pas fallu attendre Noël. Mais on a toujours l'impression qu'on connaît le successeur, et en réalité, on est toujours un peu surpris. Parce qu'il y a chez les Français une forme de rébellion, d'esprit un peu de liberté, au fond, qui souffle encore un peu lors de ces élections. Et puis, personne ne sait dans quelles circonstances notre pays se trouvera dans 6 mois. Et à la vitesse à laquelle se dégradent les choses, on le voit encore ces toutes dernières heures avec des phénomènes de violence très spectaculaires et très symboliques exercés sur des enseignants ou sur des jeunes dans la rue. Personne ne parle des défaillances d'entreprises qui vont arriver avec la fin de la perfusion
du Covid, de la crise sanitaire dans le monde économique. Personne ne dit rien de la casse psychologique qu'a provoqué la succession confinement, télétravail, confinement, enfin cette espèce de succession ininterrompue de rupture dans la vie personnelle des gens. Par ailleurs, l'état du monde autour de nous continue à se dégrader, malheureusement. Nous ne résistons pas ni aux Chinois ni aux Américains. L'immigration ne s'arrête pas, donc il n'y a pas de raison que ça s'améliore. Et si ça s'aggrave à ce point, ma foi, il n'est pas du tout certain que le président sortant pourra afficher une tranquillité sereine pour aller se présenter à cette élection présidentielle. Donc non, ça n'est pas perdu, au contraire. Alors justement, vous êtes l'un des hommes politiques majeurs dans l'opposition là aujourd'hui. Pourtant, on vous a peu vu, pour ne pas dire pas vu, dans les manifestations cet été. Et pourquoi cela? Oh, alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comment dire, j'étais engagé sur le plan familial pour cet été. Et je n'ai pas pu, enfin, j'étais dans des coins où il n'était pas facile d'accéder. La deuxième, elle est plus profonde. Comment dire, j'ai effectivement apporté mon soutien massif aux manifestants. Je suis le patron du seul parti politique à avoir contesté jusque devant le Conseil d'État et les plus hautes instances juridiques de notre pays les différents décrets de confinement et on va recommencer d'ailleurs puisque j'attaquerai dans les jours qui viennent le décret qui prévoira le non-remboursement des tests en pharmacie pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Paraît-il que un décret va être publié, la mesure entre en vigueur après-demain et le texte n'est toujours pas disponible. Donc je ne sais pas quand ils vont l'écrire ou quand ils vont le publier. En tout cas, nous n'avons absolument pas molli sur ces différents sujets. J'ai été présent par ailleurs par l'intermédiaire d'un certain nombre de vidéos, puisque ne pouvant pas aller physiquement les manifestations, j'ai eu la possibilité d'enregistrer des messages, ce que j'ai fait volontiers. Et les représentants de notre parti, via la Voix du Peuple, étaient présents eux aussi. Donc, comment dire, le fait que je n'ai pas toujours été présent physiquement ne veut pas dire, au contraire, que nous n'avons pas soutenu ces mouvements avec lesquels nous sommes fondamentalement d'accord. Alors, vous, aujourd'hui, quelles solutions pouvez-vous apporter? On sait que vous êtes un souverainiste, vous voulez redonner à la France véritablement son identité, vous voulez redonner aux nations son véritable pouvoir. Donc, la seule solution pour vous, c'est le Frexit, la sortie vraiment de l'Europe aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir de souveraineté dans un contexte européen aujourd'hui. Alors, dans ce contexte européen-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué sur le plan institutionnel et c'est très compliqué sur le plan du comportement des hommes politiques. Même si j'observe que dans ce contexte très contraint, on est arrivé, la France est arrivée de temps en temps à faire valoir ses intérêts, à les faire valoir y compris contre l'avis de la Commission de Bruxelles. J'ai en tête un exemple précis, il est un peu ancien déjà malheureusement, mais il est réel. Lorsque, je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui était ministre du budget à ce moment-là, est allé à Bruxelles en disant à la Commission: nous allons injecter quelques milliards d'euros dans le capital d'Alstom pour permettre à cette entreprise, comment dire, de subsister. La Commission a dit: je ne suis pas d'accord. La France est allée à Bruxelles et a dit: que vous soyez d'accord ou pas, nous allons le faire. Et la France l'a fait. Et elle a très bien fait. Que nous est-il arrivé par la suite? Bah rien. On n'a pas été punis, on n'a pas pris de coups de bâton sur les doigts, on ne nous a pas injuriés, on ne nous a pas mis en prison. Autrement dit, quand la France, et la France n'est pas en Europe n'importe quel pays, fait valoir sa volonté en disant: écoutez, mes intérêts stratégiques, c'est ça, ou ce sont ceux-là. Je vais les faire valoir parce que c'est ainsi. Eh bien, je crois qu'elle est capable de les défendre et de les faire accepter par la communauté, voire de les imposer. Donc c'est possible, mais il faut pour ça une moelle, un courage politique et une autorité, il faut les trois, que peu de gouvernants ont eu depuis Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas un sarkozyste idolâtre, mais je l'ai soutenu et j'ai siégé dans sa majorité. Pour autant, on peut lui reconnaître ce mérite d'avoir, quand il le fallait, remis ces choses-là. Là, nos gouvernants n'ont ni moelle, ni autorité, ni courage. Sans parler de la vision, et je ne parle même pas de ce qui pourrait être considéré comme une vision extrêmement lâche ou faible de nos intérêts nationaux, si je regarde la manière dont on a laissé dépecer Alstom, Technip, Alcatel-Lucent, et je ne sais pas combien d'autres grands groupes français qui étaient les fleurons de notre industrie. Sur le plan institutionnel, moi je suis persuadé que je ne suis pas persuadé, que le Frexit soit une solution de départ. Je pense que
pour les raisons que je viens de dire, les institutions européennes, même si elles sont rigides, permettent malgré tout qu'un État comme la France puisse faire valoir ses intérêts et les faire comprendre à ses partenaires européens. Après, il y a deux solutions. Soit on arrive à les faire comprendre, on y reste et on fait évoluer le système, soit on n'y arrive pas et on s'en va. On peut même imaginer une solution intermédiaire que j'ai proposée dans le livre. On n'y arrive pas et on doit s'en aller, non? Forcé de le constater. On n'y arrive pas parce qu'on n'essaye pas. Je veux dire, on n'a pas essayé. Et quand effectivement, j'ai été le premier parlementaire de l'histoire de notre pays à déposer une motion pour quitter la Cour européenne des droits de l'homme. J'observe d'ailleurs qu'on peut quitter la Cour européenne des droits de l'homme sans quitter l'Union européenne, puisque, comme vous le savez, ce sont des institutions qui sont séparées. Mais enfin, il y aurait déjà un mouvement symbolique à considérer que la justice française et la Constitution n'ont pas besoin d'une tutelle. Nous, Français, n'avons pas besoin qu'on nous explique ce que sont les droits individuels et leur protection, si je peux me permettre cet accès d'immodestie. Donc on peut poser des actes, on peut même imaginer que de solliciter le peuple français pour avoir son avis, et puis aller voir les Bruxellois en leur disant, voilà, les Français voudraient qu'on quitte l'Europe, maintenant qu'est-ce qu'on fait, et se servir de l'avis, de la volonté du peuple français pour aller négocier. Je pense que c'est indispensable. Maintenant, c'est très clair. Si nous n'obtenions pas de l'Europe ce que nous voulons, c'est-à-dire la récupération de la maîtrise de notre destin, alors il faudrait en sortir. Alors, c'est vrai qu'il y a un sujet extrêmement sensible aujourd'hui, c'est la laïcité. Est-ce que, d'après vous, elle ne favorise pas, cette laïcité, certains courants philosophiques, vous qui êtes un philosophe, au détriment justement de la religion et des liens qu'on a toujours su tisser entre les religions et qui n'existent plus aujourd'hui? Je pense que ça n'est pas la laïcité, c'est le détournement de la laïcité. Moi, je suis un chrétien, donc je suis laïque. Puisque je me permets de rappeler à nos auditeurs qui peut-être ne l'ont pas en tête en nous écoutant, que l'inventeur de la laïcité, c'est le christianisme. C'est la fameuse phrase de Jésus dans l'Évangile qui dit « il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». On sépare les ordres. La séparation, d'après vous, ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. La première formulation de la laïcité, au sens de la séparation des pouvoirs, la reconnaissance de deux ordres qui sont distincts, temporels et spirituels, se trouve dans l'Évangile. Historiquement, c'est indubitable et le christianisme et la pensée sociale chrétienne, la pensée politique des chrétiens s'est formée à partir de ce concept. Donc je suis très à l'aise avec l'idée, que la laïcité doit être un principe d'organisation de la société, ça ne me pose pas de problème. Mais voilà, qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait la raison d'éradiquer toute forme d'expression religieuse ou de vouloir éradiquer toute forme d'expression religieuse de la vie sociale. C'est insupportable pour moi, chrétien. Je comprends très bien que ça soit insupportable pour les musulmans pratiquants. J'ai la même conception qu'eux sur ce sujet. Nous sommes en France, donc nous sommes dans un pays d'héritage et de tradition chrétienne, donc les lois et les us et coutumes sont très conformes à la culture dont les chrétiens ont hérité de leurs ancêtres. Donc nous nous y sommes faits. Mais quand on est musulman, je comprends que ça soit... Oui, c'est en tout cas l'expression d'un certain nombre de papes. Donc, je crois que quand la laïcité est un principe d'organisation dont l'esprit est simple, l'État doit être neutre sur le plan religieux parce que la société, elle, ne peut pas l'être. Et il faut bien que quelqu'un le soit. La société ne peut pas être neutre sur le plan religieux. Elle est le lieu d'expression normale des convictions et des manifestations de ces convictions. Vouloir interdire le voile dans la rue, pardonnez-moi, moi je ne suis pas là pour faire la police du vêtement. C'est pas moi de dire comment on a le droit de s'habiller ou pas s'habiller. Et il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui souhaitent porter un voile pour dire ce qu'ils veulent dire. La France est un pays assez mûr, assez grand, assez fort, et sa culture devrait être assez forte pour pouvoir accueillir y compris ce mode d'expression. Et s'il déborde du cadre des lois et de l'ordre public, à ce moment-là, que cette expression soit sanctionnée, c'est normal, ça ne me choque pas. Mais quand on en vient à dire, au nom de la laïcité, on empêche les cloches de sonner dans les villages. Vous savez, il y a de plus en plus de pétitions, des plaintes qui sont déposées pour... Et j'entendais encore à la radio hier, un monsieur à la radio hier qui disait les cloches, j'habite à 50 mètres du clocher, les cloches sonnent toutes les demi-heures, toute la nuit. Ça, c'est peut-être un peu beaucoup. On pourrait peut-être trouver un motif de tranquillité pour les gens. Mais il disait, au nom de la laïcité et de la tranquillité, il faut arrêter de faire sonner les cloches la nuit. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'est une question de tranquillité, c'est autre chose. Donc, vous voyez, tout est détourné. Et comme on ne veut pas
on a peur en réalité, et on ne comprend pas ce que c'est que le fait religieux. C'est le débat qui est en ce moment sur la question de savoir si le secret de la confession est supérieur aux lois de la République ou pas. C'est pas supérieur ou inférieur, c'est d'un autre ordre. C'est ça qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne comprend plus ce que c'est qu'une spiritualité, on ne comprend plus ce que c'est qu'un serment, on ne comprend plus ce que c'est qu'un secret, et on ne comprend pas ce que c'est que l'échange au fond entre deux personnes qui doivent pouvoir trouver un espace pour se déployer. Alors, je comprends bien tout ce que vous dites là, Jean-Frédéric, mais vraiment, il y a une question qui me taraude et je vous la pose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au nom de la laïcité, les laïcards ont pris le pouvoir avec tous les réseaux qui vont avec? Si. Oui. Mais pas tant que ça. Oui, mais pas tant que ça. Si c'est de la franc-maçonnerie que vous voulez parler, on va prononcer le mot une bonne fois pour toutes. Elle existe. Entre autres, oui, c'est vrai, elle existe. Il y a une fraternelle parlementaire à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Elle est transcourant. Elle réunit les maçons des différentes obédiences ou des différentes loges. Ils se parlent, ils font avancer leur agenda dans le sens qui leur plaît, qui est un agenda pour une partie d'entre eux qui sont très anti-chrétiens, d'autres le sont moins, voire pas. Néanmoins, comment dire, ils arrivent à se mettre d'accord pour faire, paraît-il, progresser la société sur des sujets importants. Bon, ok. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les autres ne résistent pas. Et que comment dire, on subit ces influences-là quand elles. Vous qui avez suivi l'Assemblée nationale, vous avez vu donc tout ça, cette force de frappe considérable que constitue précisément tout ce que vous venez de dire. Eh bien, il n'y a pas matière à pouvoir lutter contre ça. Ils sont tellement puissants. Non, ils sont pas si puissants que ça. Non. Ah bon? Il faut pas se tromper. Non. Ils sont pas si puissants que ça. Ils sont pas si nombreux que ça. Ils sont pas si homogènes que ça. Ils sont pas. On a l'impression qu'ils le sont. C'est comme l'islam. L'islam donne une impression de puissance. C'est un colosse au pied d'argile, au fond. Il est extrêmement fragilisé, y compris dans des pays dans lesquels il est dominant depuis longtemps. Moi, je crois que, comme disait ce très grand conservateur qui était le Edmund Burke, la seule chose nécessaire au triomphe du mal, c'est l'inertie des gens de bien. Voilà ce qu'il faut constater. Le jour où on décidera que non, eh bien nous n'acceptons pas d'être sous l'emprise de qui que ce soit. Moi, de subir des influences, d'avoir des maîtres, de se reconnaître d'une lignée philosophique plutôt que d'une autre, très bien. Je respecte la liberté de conscience et la liberté de pensée de mes contemporains. Je dis simplement, si vous ne voulez pas qu'une ligne de pensée contraire à la vôtre triomphe, eh ben battez-vous. Et ne la laissez pas triompher. Par rapport à cette fameuse inertie, il y a une autre citation qui vient des Grecs également, dont vous êtes fervent, vous, c'est dans la pensée d'Aristote. Je crois que c'était un des épicuriens, mais qui s'appelait Épictète, justement, qui disait ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Aujourd'hui, vraiment, on a l'impression, et je pense que les téléspectateurs qui nous suivent en masse doivent le reconnaître, aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut plus agir sur ce qui dépend de nous, parce que ça n'en dépend pas, si vous voulez. On a l'impression que vraiment, les autres ont le pouvoir, conservent ce pouvoir, confisquent ce pouvoir, et que ce pouvoir, de toute façon, il nous est complètement étranger aujourd'hui et qu'on l'a d'ores et déjà perdu. Est-ce que vous pouvez employer les bons mots sur de courtes phrases avec une bonne formule pour essayer de redonner le moral et le pouvoir au peuple? Oui, je crois que oui. Je pense que les Français qui pensent ça ont une impression juste. Nous sommes dans une situation de confiscation du pouvoir. C'est mon point de vue, et encore une fois, c'est le point de départ du livre que j'ai publié il y a un an, qui s'appelle La Voix du peuple, avec un X, et qui porte justement sur la volonté de rétablir les libertés et la réappropriation par les Français de leur liberté, de leur capacité d'action. Mais d'une certaine manière, ça n'est pas si grave. Pourquoi? Parce que il se trouve que nous avons de la chance dans notre malheur. Les élections sont devenues uniquement un moyen de désigner les gouvernants. Autrefois, c'était à la fois un moyen de désigner les gouvernants et de légitimer le projet politique porté par les gouvernants, par le fait majoritaire et par le fait qu'on échangeait effectivement sur des sujets à caractère vraiment politique, ce qui est un peu moins le cas ces temps-ci, mais avec la présidentielle, je pense que c'est en train de revenir. Donc, puisque les élections ne sont plus que ça, c'est dramatique, mais elles ne sont plus que ça. Et d'ailleurs, c'est une des causes de l'abstention. Pourquoi les gens ne vont plus voter? Parce que
Ils ont bien compris que ça ne sert plus qu'à désigner celui qui a le droit d'exercer le pouvoir, mais que, de toute façon, comme les politiques ne changent pas tant que ça d'un gouvernant à l'autre, ben, ils ne se déplacent plus, puisque ça ne change pas. Mais il nous reste ce pouvoir. Dire qui a le droit de gouverner, pas dire ce qu'il va faire, ou d'être d'accord avec ce qu'il va faire, puisque dans beaucoup de cas, il ne le dit même pas, ou il dit si peu que pas, ou alors il ne respecte pas ce qu'il a dit, donc bon. Mais puisque la démocratie ne sert plus qu'à ça, eh bien servons-nous de cet outil. Massivement, je dis à ceux qui nous écoutent, allez, rendez-vous aux urnes, ne désertez pas le scrutin présidentiel, non plus que le scrutin législatif qui suivra, et comme d'habitude, c'est comme dans un match de football ou d'une compétition de n'importe quel type de sport, c'est souvent celui qui a le plus envie de gagner qui se donne les plus grandes chances de l'emporter. Nous avons envie de gagner, déterminons-nous, faisons campagne et allons voter. Ne croyons pas que c'est perdu d'avance. C'est ça la pire pollution psychologique. C'est la réussite de la guerre psychologique des marxistes, hein, c'est d'enlever aux adversaires l'envie de se battre. Ne perdons pas l'envie de nous battre. Alors justement, nous, on se bat, nous résistants, en allant justement sur les manifs quasiment tous les week-ends. On a sillonné la France, on a traversé la France en long, en large, en travers, non seulement pour prendre le pouls, mais également pour essayer de motiver un peu toutes ces foules. Et on s'aperçoit que lors des discours qui sont effectués sur les podiums, eh bien, un nombre de personnes qui prennent la parole demandent à ce que les citoyens reprennent le pouvoir au détriment des politiques. Est-ce que ça, vous pensez, vous qui êtes un politique, vous voyez ça comment, d'un mauvais œil, ou au contraire, vous les incitez à prendre part davantage dans les discussions à ce niveau-là? Ou est-ce qu'il faut avoir, c'est ma dernière question, c'est ma troisième question en une, mais est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une formation politique pour demain prendre le pouvoir politique? Non, tout s'apprend. À partir du moment où on est humble, à l'écoute et courageux, on peut apprendre beaucoup de choses. Y compris de la vie politique. Je ne suis pas né dans un berceau politique, j'ai fait un certain nombre de choses avant d'entrer dans les mandats locaux. J'ai une vie associative, j'ai été président de Maison des Jeunes en étant étudiant, j'ai été responsable de colonies de vacances, j'ai travaillé dans le secteur des ressources humaines, j'ai exercé des responsabilités dans mon universitaire, et puis j'ai fait de la politique, donc il a fallu que j'apprenne. J'étais le Benjamin du conseil municipal de Rambouillet, alors Benjamin, ça dure pas longtemps, hein, faut en profiter, mais j'ai appris. Et pendant mon premier mandat, j'ai essayé de comprendre comment ça marche, puis petit à petit, on acquiert cette expérience. Je ne suis pas du tout réfractaire à cette idée que les concitoyens doivent se réapproprier le pouvoir qu'on leur a pris, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans le cadre d'une confiscation. Je ne parle pas d'une confiscation financière, ça c'est simplement de la spoliation, d'une certaine manière, qu'il ne soit pas question d'argent entre nous, mon cher Richard, ne soyons pas triviaux. Non, je dis simplement, l'idée qu'on pourrait imaginer une société sans représentants politiques est une idée fausse. Pour ne pas dire que c'est une fausse bonne idée. L'idée de la démocratie directe intégrale dans un pays de 70 millions d'habitants, excusez-moi, ça n'existe pas. C'est déjà difficile dans une piole d'étudiants de se mettre d'accord à 5 pour savoir quel film on va voir le soir. Alors à 70 millions de personnes, j'ai pas besoin de vous dire que... donc ça n'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est premièrement que effectivement, on redonne aux citoyens le pouvoir de dire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que je plaide pour la restauration de l'usage du référendum régulier. J'ai pris l'engagement de le faire une fois par an pendant la primaire. C'est le fameux rite des Gilets jaunes, non? Alors, celui-là, en tout cas, que le pouvoir politique s'engage, lui, à consulter les gens une fois par an. Qu'en plus, il puisse y avoir des référendums qui soient d'initiative populaire ou citoyenne, sous cette forme ou sous une autre. Pourquoi pas? Je ne suis pas réfractaire à ça. Deuxièmement, il faut quand même que le lien de confiance entre le peuple et ses représentants soit rétabli. Or, il ne l'est pas aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on demande, y compris, alors non seulement des référendums d'initiative citoyenne, mais en plus des référendums dits de révocation, quelques-uns évoquent ce sujet, c'est-à-dire la possibilité de mettre dehors, de congédier, pour être très clair, des représentants politiques. Je comprends très bien ce ressentiment, cette espèce de volonté qu'il peut y avoir de colère, d'exprimer sa colère à l'égard de quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Mais il faut faire attention, le pouvoir politique, comme tous les pouvoirs, a besoin de durée, de stabilité pour produire son effet. Donc il y a un équilibre à trouver là. Mais pour rétablir cette confiance, c'est le troisième volet, eh bien il faut que les politiques fassent le premier pas. La confiance se donne, elle ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire faites-moi confiance, ça marche pas. Non, je vous donne des gages. Qu'est-ce que je vous donne comme gage? Je prête serment sur la Constitution quand je suis élu président de la République. Aujourd'hui, le président ne le fait pas.
le président de la République et aucun des membres du gouvernement, aucun des hauts fonctionnaires ne prête aujourd'hui serment sur quoi que ce soit, c'est-à-dire ne s'engage à rien. Et donc, en toute hypothèse, il n'y a pas de référence sur quoi on puisse lui demander de rendre des comptes. Il faudrait faire comme aux États-Unis, se prêter serment sur la Bible aux États-Unis, par exemple. Alors la Bible, non, la Constitution me va bien. Du moment qu'on puisse, du moment qu'on, non, mais ne choquons pas les consciences. Puis pour prêter serment sur la Bible, il faut être croyant. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc je veux pas. En revanche, quand on a prêté serment, le corollaire, c'est que si on ne respecte pas son serment, on s'en va. Le fait de ne pas respecter son serment devient le parjure, c'est ce qui peut arriver de pire. Donc c'est une cause de destitution. Donc ça veut dire que en même temps qu'on demande aux responsables politiques de prêter serment et de s'engager formellement, de jurer, il est évident que si le serment n'est pas respecté, on s'en va. Et je pense que cette simple mesure, qu'évidemment, je serais le premier à m'appliquer si jamais j'étais en situation de le faire, serait de nature à dire aux Français, ok, on a bien compris, il y a quelqu'un qui s'est engagé sur la Constitution, il s'engage en particulier à respecter les décisions du peuple français, donc vous me voyez venir, sous-entendu, quand il y a un référendum et que le résultat est ce qu'il est, je respecte le résultat du référendum. Toute référence à un épisode précédent, évidemment, est fortuite. Donc voilà le genre de choses qu'il faut imaginer. On rend le pouvoir au peuple par biais des référendums, on invite les gens à se ressaisir de leur liberté, et on fait en sorte que, dans les règlements et dans les attitudes, les politiques retissent le lien de conscience avec le peuple. Et voilà. Et je pense que là, l'équilibre peut être retrouvé. Ok, donc quand je vous écoute là, j'ai vraiment l'impression d'entendre le discours des Gilets jaunes. Vous êtes, vous, philosophiquement, très proche des Gilets jaunes? Ah oui, je pense que c'est un mouvement, au fond, très conservateur. Et c'est évidemment pas péjoratif dans ma bouche. Il y a des tas de gens qui parlent des conservateurs comme une espèce de quantité négligeable, d'un truc d'avant-hier. Enfin, c'est pas, non, c'est très important. Très enraciné, très attaché à des choses qu'au fond, ils ne veulent pas perdre. Leur mode de vie, des choses assez simples de l'existence. Est-ce qu'on peut vivre de notre travail? Est-ce qu'on a le droit d'éduquer nos enfants comme on veut? Est-ce qu'on peut retrouver des liens sociaux naturels qu'on a perdus? Est-ce qu'on est obligé d'aller faire je sais pas combien de kilomètres et d'heures de transport pour aller trouver de quoi faire nourrir notre famille et notre vie? Est-ce qu'on est obligé d'être censuré comme on l'est? Voilà, c'est des choses très simples au fond, mais qui sont pas du tout des grandes lubies. C'est pas des préoccupations de bobos de centre-ville. Enfin, on est très loin de tout ça. Et j'ai été très frappé par ailleurs de voir à la vitesse à laquelle on est passé de revendications fondées sur le prix du litre de gasoil et la vitesse sur les routes départementales. En 3 semaines, on est passé de ces deux revendications-là qui sont, quand on a vécu comme moi un peu, et même beaucoup dans la précarité, c'était mon adolescence et qu'on demandait à 50 ou 60 euros par mois. Vous étiez dans la cage d'escalier d'immeuble d'HLM, hein. Vous avez vécu là-bas. Exactement. On sait ce que c'est que d'avoir 100 balles, 150 balles, 200 balles à la fin du mois, je parle en francs. Donc 30, 40, 50 euros. Quand on vous met du litre de gasoil, c'est déjà pas possible. Donc voilà. Mais de passer de ces revendications-là, qui sont extrêmement importantes parce qu'elles mettent en jeu l'équilibre de la vie quotidienne des familles qui sont précaires, à une revendication sur le référendum d'initiative citoyenne, dont vous m'accorderez que c'est pas exactement le même niveau de demande et de même nature. Mais personne ne s'est interrogé sur la rapidité de cette transition. Alors on a dit c'est la manipulation de l'extrême gauche, non, il n'y a pas de manipulation, les gens sont grands. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils veulent, et ils sont pas fous. Et pour moi qui vais au bistrot à la fois par goût et par devoir, comme je dis de temps en temps, les conversations du zinc le matin, elles portent là-dessus, elles disent mais soit ils nous emmerdent, soit ils se foutent de nous, c'est ça que disent les gens. Donc ils ont dit ça. Une fois qu'ils ont dit, ah bah tiens, il y a un bon motif pour protester, c'est les 80 km/h et le prix du gasoil, maintenant, on a un truc à vous dire de plus, on veut récupérer la part de décision qui nous revient. Donc je suis profondément en phase avec ces revendications-là, évidemment. Alors là, aujourd'hui, on va parler il nous reste une quinzaine de minutes, on va parler de vos aspirations et de votre positionnement aujourd'hui dans ce monde politique qui est le nôtre. On a l'impression que vous êtes une des forces vives de l'opposition, mais que malgré tout, ce grand rassemblement a du mal à s'opérer, en fait. Et vous, dans ce contexte-là, un peu, je dirais, dilué, vous essayez de rassembler ce qui peut l'être, mais avec quand même quelques difficultés. Et donc aujourd'hui, conclusion, vous êtes obligé de vous adosser
à des candidats futurs qui ne sont pas forcément les bons. Et là, je pense à Zemmour, puisque très clairement, et pour appeler un chat, vous avez décidé de vous arrimer à cet homme-là aujourd'hui. Vous pensez donc que c'est le prophète, celui qui demain doit occuper les devants de cette scène politique? Non, non. Bah, encore une fois, je suis attentif à la séparation des pouvoirs. Donc, un futur responsable politique n'est pas un prophète. Non, non. La fonction prophétique, c'est une autre mission. C'est autre chose. C'est autre chose. Je crois qu'il y a des prophètes, mais pas. Des faux prophètes. Oui, c'est ça. Oui, vous avez raison de dire que j'ai beaucoup ramé pour essayer de convaincre mes contemporains de la nécessité de s'unir et de réaliser ce rassemblement des personnes de bonne volonté que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Qui est d'ailleurs pas... j'ai récusé plusieurs fois, même si j'en comprends la facilité, l'expression d'union des droites. Pour moi, ça va bien au-delà. C'est pas un problème d'union des droites. Il y a des tas de gens qui ne se sentent pas à droite et qui pensent comme moi parce qu'ils considèrent que le spectacle que donne la droite ne leur convient pas. Et comment ne pas les comprendre? Donc ça va bien au-delà. Excusez-moi, je coupe juste, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des droites et des gauches? Est-ce que c'est dans ce paysage politique qui est le nôtre, est-ce que ça existe encore, ça, cette distinction droite-gauche? Oui, je pense que ça existe, mais ça porte désormais sur des accidents. C'est-à-dire que il y a 30 ou 40 ans, c'était les visions du monde qui les séparaient. Aujourd'hui, ce sont plutôt des contingences et des positionnements de curseurs. Mais on ne sent plus ces différences de principe alors qu'elles existent. Il y a un discours de droite, un discours de gauche, c'est très clair. J'ai fait une partie de mon travail universitaire sur cette question, je pourrais en parler un jour où on aura davantage de temps. Donc pas aujourd'hui, puisque nous n'avons plus que 13 minutes maintenant. Mais oui, il y a de vraies différences. Elles se sont estompées parce que les hommes ne croient plus dans l'idéologie, parce que ceux qui devraient les porter n'y sont pas formés, qui ne les connaissent pas, qui n'en comprennent pas les fondements philosophiques, donc tout ça c'est dilué. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, la question est très simple. Allons-nous assister à la disparition de la France, telle que nous l'aimons et telle que nous l'avons reçue, de nos parents et de nos grands-parents, ou allons-nous être capables d'organiser sa pérennité et d'une certaine manière sa survie, voire son redressement? C'est ça la question qui est posée. Et c'est la question politique par excellence. Selon qu'on répond oui ou non à cette question, eh bien, on accepte de se mettre dans le sillage des gouvernants actuels. Alors, Emmanuel Macron est la sphère très large de ceux qui pensent comme lui, même s'ils sont, pour certains d'entre eux aujourd'hui, dans l'opposition parlementaire. Mais vous pouvez être dans l'opposition et partager à peu près les lignes de force des projets. Vous pouvez être dans l'opposition, mais quand vous voulez, à toute force, ne pas changer l'Union européenne, quand vous ne voulez pas voir que l'immigration pose un problème, ce qui ne veut pas dire que les immigrés soient des salopards, quand vous ne voulez pas voir qu'effectivement, c'est à cause de cette conception rigide de la laïcité qu'on entretient le phénomène du radicalisme musulman, qui n'en a pas besoin d'ailleurs, qui s'entretient très bien tout seul, hein. Il n'a pas besoin de carburant pour ça, mais ben, voilà. Moi, je veux faire des choix alternatifs, et je dis, si nous restons dans cette forme de pensée qui unit assez largement beaucoup de droite et beaucoup de gauche dans le monde où nous sommes, cette espèce d'illusion d'une société multiculturelle qui fonctionne très bien dans un monde de marché globalisé, pour parler comme les gazettes intelligentes, je ne crois pas à ce projet. Il est en train d'échouer. Tout ce que nous ont présenté les responsables politiques français depuis 40 ans est en train de s'effondrer. C'est ça. Et donc, dans ce cadre-là, d'après vous, seul Zemmour aujourd'hui incarne avec sa pensée qui est la sienne et cette stigmatisation systématique du monde musulman. Est-ce que vous pensez que Zemmour est la personne idoine pour incarner ce changement? Voilà, en tout cas, il est aujourd'hui le seul à prendre à bras le corps, parfois avec une expression qui sur la forme est un peu déroutante, et je dis ça avec toute la rondeur diplomatique dont je suis capable. Mais il est le seul à prendre à bras le corps ces questions et à dire « moi, je les traiterai ». Parce que, vous comprenez, quand vous entendez un certain nombre de leaders des Républicains qui sont en compétition aujourd'hui, vous expliquez que finalement, il faut absolument réduire le pouvoir de l'Europe, alors qu'ils ont voté indistinctement, avec une constance vertueuse, tous les traités européens, sans exception. Ils les ont mis en œuvre quand ils étaient au pouvoir. Comment s'explique cette conversion? Est-ce que c'est une conversion sincère, ou est-ce que c'est simplement le jeu du calendrier électoral qui les fait changer d'avis? On peut se poser la question quand même. À l'inverse, quand on voit que les responsables du Rassemblement national abandonnent les uns après les autres,
tous les principes qui ont fait leur positionnement politique et qui ont alimenté, paraît-il, leur conception de la France. Alors maintenant, si on écoute ces porte-paroles et ces représentants, on ne sort plus de Schengen, on ne quitte plus l'Union européenne, on ne quitte plus la CEDH, et on abandonne l'idée de réformer l'euro. Bon, ben, qu'est-ce qui reste? Comment voulez-vous mener une politique d'indépendance de la France si sur ces 4 points, vous reculez de manière systématique et en ordre parfaitement organisé? Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, d'une manière même tout à fait certaine, le seul sur la place qui reste, avec moi pour le coup, on est pas tous les deux tout seuls, mais celui qui est le mieux placé de tous ceux qui voient la France comme je pense et je souhaite qu'on la voit, aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. Et donc, je l'ai dit, vous avez raison de dire que j'ai exprimé 2 souhaits pour effectivement rejoindre sa campagne dans des conditions tout à fait satisfaisantes pour nous. Le premier souhait, c'est que apparaisse davantage la prise en compte des fragilités dont souffrent les Français dans son projet politique. Pour l'instant, on ne les voit pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas qu'il les manifeste davantage. C'est notre ADN, ça, hein, vous savez, la prise en compte des fragilités humaines. Et deuxièmement, qu'effectivement, cette campagne et cette candidature, ce point de jonction qu'il peut constituer, servent à former ce rassemblement conservateur des personnes de bonne volonté que j'appelle de mes vœux depuis longtemps. Il y a une opportunité de le faire sous son impulsion, parce qu'il est mieux placé que tous les autres. Donc moi, je n'ai pas vocation à être candidat pour être candidat. Je suis à la fois réaliste et j'essaye de traiter les choses lucidement. Voilà. Vous dites qu'il est mieux placé que tous les autres parce qu'il a le droit au chapitre et il a accès à l'antenne à la télévision. On sait comment et pourquoi. Vous m'entendez bien là. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en tant que chrétien, pardonnez-moi, hein, j'ai vraiment rien contre vous, mais je m'étonne que vous puissiez soutenir quelqu'un qui fustige quand même nos frères musulmans. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, on a l'impression, et vous allez peut-être démentir ce que je vais dire, mais on a l'impression que c'est vraiment là pour le coup l'opposition contrôlée, quoi. Que c'est un homme vraiment du système qui a été placé par le système. On sait les liens notamment de Bolloré hein, avec la famille Rothschild. On sait que lui est financé par Rothschild. Sa campagne le sera en tous les cas. Ça va quand même un peu trop loin quand même dans ce délire-là. On a l'impression que Macron, qui va prendre la présidence de l'Europe, va placer ce Zemmour, peut-être d'une façon directe ou indirecte, comme son successeur potentiel. Et cette fameuse personne qui doit arriver au mois de décembre, comme vous dites, quelques mois avant les élections, ben, ce sera lui, et c'est lui que le pouvoir a choisi de placer. Alors là, je vais un peu fort, je suis désolé, mais par rapport à cela, vous dites quoi? Je dis d'abord que j'ai l'impression, sinon la conviction, que sur la question de l'islam, Éric Zemmour a la même position que moi, c'est-à-dire sans aucune espèce de retenue pour critiquer le système intellectuel que constitue l'islam. Et il doit passer au crible de la critique, comme tous les systèmes intellectuels y sont passés, et il n'y a aucune raison qu'il soit épargné de cet examen rationnel qu'on doit effectuer, et que j'ai moi-même pour partie déjà commencé, et je suis loin d'être le seul, mais dans le monde politique français en tout cas, oui. Mais par ailleurs, tout en constatant, en tout cas c'est ma conviction profonde, quand vous êtes musulman aujourd'hui, imaginez que la théorie ou la doctrine de l'islam passe au crible de la rationalité, très franchement, je ne sais pas ce qui va en rester. Donc je comprends très bien qu'on soit dans une espèce d'appréhension, d'angoisse par rapport à la solidité possible de ce qui resterait de cet examen critique. Donc moi je suis extrêmement sévère à l'égard de l'islam comme doctrine et parfaitement respectueux, de la foi de mes frères musulmans qui sont, enfin pas des frères musulmans, mais de ceux qui sont musulmans, donc qui sont mes frères, par définition, puisque tous les hommes sont mes frères. Voilà. Alors c'est un équilibre qui n'est pas très facile à tenir, c'est vrai, mais je ne vois pas d'autre solution pour traiter les questions que nous avons, et je pense qu'Éric Zemmour est sur la même ligne que moi. Deuxièmement, je ne sais pas répondre à ce que vous évoquez sur le fait que M. Zemmour soit un homme du système malgré les apparences. Écoutez, en tout cas, si le système lui-même avait décidé de muter, après tout, c'est une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que ayant placé un homme à la tête de l'État qui a effectivement l'envie de faire les choses qu'il dit, de les faire courageusement et de résister, y compris aux vagues contraires pour le faire,
c'est pas si mal, après tout. Et si ça va dans le bon sens, tant mieux. Je préfère ça que de voir débouler je ne sais quel clone du président de la République actuelle qui précipiterait, ou le président de la République lui-même, d'ailleurs, qui précipiterait la chute de notre pays. Donc, écoutez, si c'est ça dont je ne sais absolument rien, acceptons en augure, on verra bien ce que ça donne. Mais il n'y a pas de... je pense qu'il est... Si le système pense ça, il fait une erreur. Je vois quand même une assez grande résonance entre les thèmes que déploie M. Zemmour aujourd'hui, alors qu'il mérite, comme je le disais tout à l'heure, d'être complété, élargi, mais la campagne et sa candidature permettront de le faire. Et d'un autre côté, ce qu'attendent des gens, tout simplement, qui en ont assez d'entendre des responsables politiques parler de choses qui ne les intéressent pas, qui sont à des années-lumière de ce qu'ils vivent. J'entendais un candidat des Républicains l'autre jour à la radio, je ne vais pas le citer parce que je lui veux pas de mal, je suis pas là pour attaquer les personnes, mais simplement les contextes ou les idées, mais on lui demande quel est le bilan de son action à la tête de la collectivité locale que dirige ce candidat. Et la réponse, c'est nous sommes contents parce que nous avions en place la mixité dans je sais pas où, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que les Français ont à faire de la mixité? Enfin, c'est pas le sujet, vous comprenez? Donc ce décalage-là, j'ai l'impression que M. Zemmour le résorbe, donc on verra bien ce que ça donne. Alors, je ne vais pas abuser de votre temps, mais il nous reste deux questions essentielles. Deux questions vraiment, vraiment traitées avec vous. La première question, c'est que, alors justement, des sujets. Alors, parlons de la deuxième question de la première, mais parmi les sujets qui intéressent les Français aujourd'hui, il y a notamment cette question, bien sûr, du Covid, puisque c'est la question numéro 1 qui est traitée tous les jours abondamment. On le sait pourquoi et comment dans les journaux. Bon, bref, nous, on a notre position, vous connaissez, assez radicale en la matière. Voilà, on a l'impression que le système a été monté de toutes pièces, qu'aujourd'hui, les mesures sont iniques, décorrélées de la réalité, et qu'on va même jusqu'à tuer. Aujourd'hui, on a tué nos vieux à cause de votre île. On est en train de tuer nos enfants à travers cette vaccination forcée. Notamment ces vaccibus là, qui passent avec Skyrock un peu partout dans les écoles, et puis cette obligation vaccinale aujourd'hui qui touche absolument tout le monde, et notamment nos enfants. Ce qui est terrible pour nous, et c'est la raison pour laquelle les Français se battent. On est certain, et tous les chiffres le corroborent, que les Français que l'on rencontre, tous aujourd'hui, s'érigent contre cela. Vous-même, j'imagine que oui. Est-ce que je me permets de vous poser la question, parce que c'est pas par honnêteté intellectuelle, est-ce que vous êtes vacciné? Non, enfin oui, beaucoup de fois, mais pas contre la Covid. D'accord, pas contre la Covid. Ah oui, parce qu'à l'Assemblée, non, vous n'y êtes plus, mais je veux dire, à l'Assemblée, vous ne trouvez pas ça scandaleux qu'aujourd'hui, les membres, à la fois politiques, législatifs et de la coercition, sont les seuls à ne pas l'être finalement. Alors, le peuple est vacciné de la Covid, là, même si on n'appelle pas ça une vaccination, et puis les autres, eux, ceux qui font les lois, ne le sont pas. C'est quand même incroyable, ça, non? Bien sûr, mais vous voyez, ça participe de ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas avoir confiance dans quelqu'un que vous voyez à la télévision, dont vous faut changer. Allez vous vacciner, moi je n'y vais pas. Comment voulez-vous voilà. Donc oui, je fais partie d'une génération, moi qui a eu le BCG à l'école, vous savez, on a gratté la peau. Oui, tous. J'ai voyagé dans un certain nombre de pays dans le monde, y compris dans l'hémisphère sud, et donc mon carnet de vaccination est à peu près à jour. J'ai eu le rappel de tétanos. J'ai fait mon service militaire, donc des saloperies dans le corps, on m'en a mis quelques-unes. Mais celle-là, non. Et non. Voilà. Donc il y a aucune raison que donc je vais, quand j'en ai besoin, dans les pharmacies pour pouvoir aller là où je dois aller. J'imagine bien ce que vous faites. Alors, la deuxième question, qui sera ma dernière, peut-être qu'il y aura une supplémentaire, mais juste celle-ci, c'est vous êtes chrétien, comme moi. Vous êtes pratiquant, comme moi. Et on a au-dessus de nous donc une personnalité qui est quand même représentant de Dieu sur terre, hein, si on se fie à la Bible, c'est-à-dire le pape. Le pape qui, en tout cas en ce qui me concerne, pour moi est un antipape, qui appelle non seulement à la vaccination de masse, mais en plus, il dit que le salut passe par la vaccination. En gros, je résume, mais dans sa philosophie, et en tout cas, ça veut dire ça. Il ne dit pas tout à fait ça. Là, vous exagérez un peu. Légèrement, et vous le savez. Mais en tout cas, il conditionne 1,5 milliard de chrétiens à se faire vacciner. Vous ne trouvez pas ça scandaleux, ça? Je trouve. Comment peut-on aller prier pour lui à la messe le week-end encore? Justement, c'était partie de la liturgie de prier pour le pape.
Mais bien entendu, c'est très important parce que le pape est un pécheur comme nous et donc il faut l'aider. Et il faut aider à sa conversion, comme nous avons tous nous-mêmes besoin de nous convertir. Non, c'est typiquement, vous voyez, je suis évidemment pas d'accord avec ça, que je ne comprends pas d'ailleurs, mais c'est pas la première fois que... vous savez, l'Église a un message à délivrer à l'humanité qui consiste à dire, si vous voulez vivre heureux dans la vie éternelle, il vaut mieux faire ça, c'est-à-dire suivre l'exemple de Jésus-Christ. Voilà le message de l'Église, point. Si ça le tient en une phrase, c'est ça. Tout le reste, en particulier quand elle prend position sur des questions scientifiques, ce qu'elle ne fait quasiment jamais, mais quasiment jamais. Il y a une académie, une académie internationale de l'Église, des sciences... c'est ça, oui, une instance vaticane où des scientifiques du monde entier de très très grand renom se réunissent, bien sûr. Il y a tout ça, mais il est très rare que l'Église prenne position formellement sur des questions comme celles-là, qui sont des questions d'appréciation du gouvernement. Et comme souvent, quand elle prend des positions fermes sur des questions qui relèvent du gouvernement, eh ben, t'es à côté de la plaque. Donc ce pape-là ne fait pas exception à la règle. Je partage parfaitement la vision que vous avez de la crise sanitaire. Il y a juste un point sur lequel mon avis n'est pas tranché, c'est sur le démarrage des opérations. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été fabriqué de toutes pièces et voulu comme la propagation d'une épidémie? Ça, je n'en sais rien. J'ai entendu les généticiens qui disent que le découpage des séquences du génome du virus est quand même très surprenant et que c'est difficile d'obtenir des séquences comme celle-là par mutation naturelle. Enfin, il y a quelque chose la coupure est trop nette, quoi. C'est la différence entre un coup de ciseau humain et puis quelque chose qui... Bon. Voilà, j'ai bien entendu ça. Mais sur le reste, je suis d'accord. Et je pense qu'il y a quelque chose de criminel dans cette affaire au sens strict. Et d'ailleurs, la manière dont les laboratoires ont voulu exonérer leurs responsabilités en cas de problème médical ultérieur, premièrement, et deuxièmement, la façon dont les responsables politiques, français en tout cas, se sont eux aussi exonérés de toute forme de responsabilité dans la gestion de la crise, en dit long sur la confiance qu'ils ont eux-mêmes dans les produits qu'ils soutiennent. Donc il y a toutes les raisons d'être inquiets et de continuer à résister. Alors, voilà, la toute dernière question. Je vais vous faire une demande là. En 3 minutes, un pitch en regardant la caméra et en regardant les Français droit dans les yeux. La question, c'est si j'étais président en 3 points, qu'est-ce que vous feriez donc immédiatement, Jean-Frédéric Poisson? Vous avez 3 minutes pour conclure cette émission, pour vous adresser en Français en la regardant droit dans les yeux et en leur disant, voilà, moi, si j'étais président, je ferais ça et ça. À vous de jouer. Chères auditrices, chers auditeurs, le lendemain du jour où je serai élu président, je prêterai serment sur la Constitution, afin que vous soyez tous et toutes certains du fait que je tiendrai les engagements que j'ai pris, et particulièrement que je respecterai les volontés que vous avez exprimées quand vous les aurez exprimées. La deuxième chose que je ferai, c'est d'engager une grande réforme de la Constitution pour que vous récupériez les pouvoirs qu'on vous a confisqués, pour que vous puissiez vous prononcer par référendum de manière régulière, soit sur la sollicitation du chef de l'État, soit de votre propre initiative, en ayant la certitude, puisque le chef de l'État a prêté serment, que la décision que vous aurez prise aura été respectée. Et la troisième chose que je ferai, c'est de rétablir l'indépendance de la France en la débarrassant des tutelles qui s'exercent sur elle, que ce soit la tutelle institutionnelle de l'Europe, en particulier celle des juges, ou bien la tutelle économique de Bruxelles, ou encore la tutelle civilisationnelle de l'islam qui essaye de nous conquérir. Et je le ferai avec vous, puisque je vous aurai rendu une bonne partie des libertés et de la capacité d'action et de décision qui feront que vous prendrez ces décisions sur ma sollicitation ou avec moi. Vous allez dire qu'il y a beaucoup d'autres choses à traiter dans notre pays que simplement l'architecture et l'organisation des pouvoirs, et qu'au fond, décidément, ces politiciens sont insupportables, ils ne savent parler que de ce qu'ils disent, c'est-à-dire le pouvoir. Mais ne vous trompez pas, je suis en train de vous parler de vous, c'est-à-dire de ce que vous pourrez et de ce que vous devrez faire si vous voulez que la France retrouve un peu de son lustre, un peu de sa puissance et un peu de son identité. Ça ne peut pas dépendre que de vos représentants politiques et ça ne peut pas dépendre de vous seuls. Nous y réussirons si jamais le pouvoir politique, avec le peuple, retrouve la capacité de coopérer dans un lien de confiance, et c'est la première chose que j'essaierai de rétablir. Merci infiniment. En tout cas, merci du fond du cœur d'être venu dans cette émission. Cet exercice n'était pas prévu, mais c'est très intéressant. C'est pas...
Voilà, vous voyez, tout est improvisé là chez nous sur la UTV. C'est ça, les télévisions alternatives qui sont financées uniquement, il faut bien le dire, par les auditeurs à travers leur campagne de dons qui permettent d'alimenter les programmes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 5 heures de programmes frais par jour, ce qui est quand même énorme sur cette télévision alternative. Et on espère demain être sur le satellite, puisqu'on a une audience aujourd'hui qui se renforce de semaine en semaine et qui est colossale grâce à vous, chers téléspectateurs. Que Dieu soit loué. Merci infiniment, Jean-Frédéric Poisson, d'être venu. Vous êtes chez vous, chez nous. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Merci à bientôt. Merci de votre invitation. Merci à tous.